Nous sommes à l'abbaye Notre-Dame de Bonnecombe, près de Rodez, en France. Et pendant la session Théologie et non-violence, nous rencontrons ce soir Joseph Pironnet avec Marie-Chantal et Dominique. Alors Joseph, je voulais te proposer une manière un peu particulière de faire connaissance. J'aurais résumé ta vie riche en événements et tu m'aurais corrigé chaque fois que ce n'était pas tout à fait ou pas du tout exact. Si tu es connu de non-violence, c'est surtout, je crois, à cause de la lutte non-violente pendant la guerre d'Algérie. Et elle a commencé alors que tu étais professeur de philo. Je crois que c'est le traitement qui était réservé aux internés d'office qui t'a révolté. Et à ce moment-là, tu as commencé à faire ce que ferait tout homme, c'est-à-dire essayer de les aider matériellement. Et puis tu as constaté que ce n'était pas assez. Et c'est devenu plus original après ta rencontre avec Lanza Del Vasto, je crois. Et vous avez décidé de recruter 30 volontaires non violents qui pendant 3 mois seraient à la disposition de ce groupe et qui auraient une stratégie pour lutter de manière non violente contre cette injustice. Vous vous êtes mobilisés, tu en as trouvé 30, ce qui n'est déjà pas si mal. Je crois un petit peu de toute catégorie, prêtres, professeurs, ouvriers. Et puis vous avez décidé une première action, si je ne me trompe, c'était de vous porter volontaire pour être interné sur le camp du Larzac, sur le plateau du Larzac, avec les Algériens. Et cela a refusé, vous êtes représenté plusieurs fois, et chaque fois on vous a renvoyé. La première fois, c'était l'adjudant de service, et puis c'était le colonel, et puis le préfet, et ils vous ont embarqué dans des camions, laissés dans les bois, et quelques heures plus tard, vous étiez organisés pour vous retrouviez tous dans le camp, devant l'entrée, en disant « nous voulons être internés ». Et vous pouvez le faire puisque vous avez des papiers en blanc pour les interner. Est-ce que jusque-là, c'est exact? Oui, avec les variantes que l'on trouve dans les diverses façons de faire l'histoire. En réalité, j'ai commencé une manifestation qui était beaucoup plus limitée devant le camp du Larzac. Ça a été la première manifestation non violente que j'ai organisée moi-même, avec pas seulement 30 volontaires, mais des gens de toutes sortes, et en particulier des gens qui étaient rassemblés à la communauté de l'Arche. Et cette fois-là, parce que contrairement à ce que nous attendions, on nous a laissé faire la manifestation, nous avons fait un pas de plus, et 7 d'entre nous se sont présentés pour demander leur internement. Ce qui a créé la surprise pendant que les autres d'ailleurs continuaient leur manifestation devant la sous-préfecture de Millau. Et c'est parce que dans la façon même dont on nous a refusé ce que nous avons demandé que m'est venue l'idée de chercher des volontaires pour demander leur internement. Parce qu'on m'a dit, mais enfin, il faut une autorisation du ministre. Et c'est vrai que nous l'avons répondu, en réalité, les Algériens, vous avez les autorisations toutes faites. Mais enfin, si vous voulez, on demandera l'autorisation. Et c'est tout de même du responsable du camp que m'est venue l'idée d'écrire au ministre de l'Intérieur pour lui dire, ben voilà, ou bien vous supprimez les camps, ou bien vous nous mettez avec eux. Alors j'ai rédigé moi-même cette lettre, et puis j'ai cherché des volontaires qui soient prêts à la signer et à se mobiliser pendant un minimum de 2 mois pour imposer une solution. Et au cours de ces 2 mois, contrairement à ce que tu racontes, nous n'avons pas été devant le camp du Larzac, que nous avions déjà, dont nous avions fait l'assaut non violent plusieurs fois. Nous avons été dans les autres camps. Nous avons été par exemple d'abord devant le camp de Tol, et c'est là qu'a eu lieu la scène que rapportait Jean Gosse hier soir. Et puis nous avons été à Vincennes, à Paris. Nous avons ainsi posé le problème de plus en plus devant les responsables gouvernementaux. Après avoir posé le problème devant les victimes. Lorsque nous avons eu le temps parce que au départ, nous ne savions pas du tout comment ça allait se passer. J'avais pris la peine d'aller voir les responsables pour leur expliquer, parce que ça faisait partie des méthodes que j'avais lues dans Gandhi.
qu'il fallait informer les responsables. Et c'est une partie très intéressante parce que c'est à travers ces contacts qu'on s'aperçoit que les vrais problèmes peuvent être posés et que les manifestations qu'on fera après prendront leur vrai sens grâce à ces contacts. Alors que si les responsables n'ont de connaissance des manifestations que par les rapports de police, c'est pas évident toujours pour eux de comprendre quelle est la véritable question que l'on pose. C'est pourquoi c'est fondamental. Et en plus, ils ont le temps d'y réfléchir, et on a le temps, soi-même, d'avoir un vrai dialogue. Or, tout ça a été très important. Voilà, alors maintenant, je te permets de reprendre la suite de l'histoire. Bon, alors je crois qu'après, vous êtes monté sur Paris, vous avez changé un peu de tactique. Vous êtes mis à suivre des patrouilles de police qui faisaient des rafles. C'est cela. Nous avons, sur Paris, pendant un premier temps, nous avons manifesté dans Paris. Dans Paris, pour poser le problème, parce qu'à cette époque-là, l'important c'était de poser le problème devant l'opinion, étant donné que l'opinion était muselée sur ce plan-là. Mais nous avons très vite rencontré la difficulté de la non-préparation des gens qui nous suivaient et aussi d'une exploitation politique. Non pas que j'ai peur de la politique, en ce sens que nous posions un problème qui était politique, mais une exploitation politique qui n'allait pas du tout dans le sens qui était le nôtre, qui était pour nous une déviation, et qui n'était peut-être même pas calculée, mais qui était spontanée, parce que les seules personnes qui s'intéressaient au problème, c'était justement des gens qui avaient une perspective politique, et en tout cas qui n'avaient absolument aucune préparation à la non-violence, et qui étaient convaincus que quand on avait enfin la possibilité de porter un grand coup, fût-il violent, il fallait le porter. Et c'est devant cette difficulté-là que nous avons été amenés à changer de stratégie. Et je dois dire d'ailleurs qu'à ce moment-là, j'ai dû subir les violentes critiques de tous les amis qui avaient été heureusement surpris par la méthode que nous avions apportée et qui, au moment où ils estimaient que nous étions en mesure de mobiliser des foules, ont vu que nous refusions de continuer de cette manière-là. Et j'ai pour ma part cru, et je crois toujours que ça n'était pas, en continuant de cette façon-là, on n'aurait pu que tourner à la manifestation violente. Parce que ni de notre côté, et encore moins en face, du côté des forces de police, il n'y avait eu suffisamment de rencontres pour que les gens sachent de quoi il s'agissait. Et qu'est-ce que vous avez fait alors à partir de ce moment-là? Alors à partir de ce moment-là, nous avons été nous installer au milieu même des Algériens, dans les bidonvilles, là où ils étaient le plus arrêtés. Et alors il a fallu, là, on a rencontré d'autres difficultés. La première, ça a été que pour s'installer dans le bidonville, on nous a dit, mais c'est un bidonville très politisé, c'était celui de Nanterre, et si vous voulez être accueillis par les populations nord-africaines qui sont là, algériennes en particulier, il vous faut prendre contact avec les responsables du FLN qui sont là. Moi, je dois dire que j'ai répondu « Non, ça ne m'intéresse pas. Pour ma part, je suis français. C'est vrai que je défends la cause, d'une façon indirecte, la cause des Algériens, mais je ne me sens absolument pas le droit, alors que le FLN se situe tout de même comme en guerre avec la France, d'aller discuter avec eux de la stratégie que moi je vais adopter. Et vous êtes allé sans aucun contact alors? Nous avons été sans aucun contact et on m'a dit, mais dans ce cas, tu risques le boycott. Et je leur ai dit, je préfère prendre le risque, on verra bien. Et en réalité, nous avons commencé par un jeûne. Nous avons jeûné 8 jours dans le bidonville et un jeûne pour protester contre
aussi bien contre les arrestations arbitraires des Algériens que contre les attentats commis par les Algériens sur la police française. Parce que le résultat de nos premières manifestations s'était traduit dans la presse qui ne comprenait pas ou qui ne voulait pas comprendre, par une grande campagne. C'est vrai qu'il y avait eu une recrudescence d'attentats à ce moment-là, et il y a eu à ce moment-là une grande campagne d'opinion disant voilà le résultat des manifestations non violentes. On a fait des manifestations non violentes, le résultat c'est que les Algériens tirent sur nos policiers. Et pour nous situer par rapport à cette chose-là, nous avons commencé un jeûne de 8 jours dans le bidonville pour dénoncer aussi bien les attentats commis par les Algériens en disant que leur cause était plus valable que la nôtre, mais que les moyens qu'ils employaient nous paraissaient contraires à leurs intérêts et que nous dénoncions en même temps les arrestations arbitraires comme nous l'avions commencé de le faire. Et le résultat de cette opération a été d'abord une certaine méfiance dans le bidonville parce que ces Algériens, ils sont habitués, comme on nous l'a raconté ce matin, comme tous les gens dans la misère, à être toujours trompés par toutes sortes de gens. Alors, notre arrivée, ils nous ont regardés, en effet, avec une certaine méfiance. En tout cas, ils attendaient, ils étaient, disons, dans l'attente. Mais, comme nous avons jeûné, et comme nous n'avions aucun endroit pour jeûner, nous avions monté notre tente sur le tas de fumier, qui est le seul endroit où on pouvait le monter, c'était le tas de fumier que nous avons recouvert de terre, et nous avons monté une tente là-dessus. Et la police est venue, une expédition qui était montée par la police, j'en ai eu la confirmation depuis absolument certaine par des gens en relation avec la police, et je crois même par un commissaire de police qui me l'a avoué, que ce sont des gens donc en civil qui sont venus nous flanquer en l'air pendant la nuit la tente, et alors ils ont cru astucieux de nous tirer de nos sacs de couchage. Ils nous ont enlevé nos pantalons et ils nous attachaient, ils avaient apporté des fils électriques, ils nous attachaient les mains avec du fil. Et je me souviens, moi, de cette opération-là, sur le coup quand ça arrive en pleine nuit, quand on flanque une tente par terre, c'est toujours rigolo, j'entendais des rires étouffés. Bon, on nous a tirés de la tente, et comme nous avions déjà 4 ou 5 jours de jeûne, quand on jeûne depuis 4 ou 5 jours, on a beaucoup moins de difficultés à contrôler ses réactions. Je veux dire, on n'a pas des réactions brutales, spontanées, quoi, comme quand on mange bien. Ça, c'est l'avantage du jeûne. Alors, je me souviens que lorsqu'ils m'ont tiré de mon sac de couchage et qu'ils m'ont enlevé mes pantalons, je les ai vus avec leur fil, je leur ai tendu mes poignets, et je me souviens que le gars qui essayait de m'attacher, il tremblait comme une feuille, et j'avais envie de l'aider, il me faisait tellement pitié. Et ce qu'il y a eu de plus extraordinaire, c'est que la plupart d'entre eux n'osaient pas, parce que ça se passait dans une espèce de silence religieux, on aurait dit une cérémonie religieuse, sous des lampions, et la plupart donc restaient spectateurs, et j'ai eu l'impression que tout d'un coup ils se sont fait peur à eux-mêmes et ils sont partis en courant. Et on a retrouvé nos pantalons un peu plus loin, et le résultat pratique de cette opération, c'est que le bidonville a dit ça, si c'était des policiers, on n'aurait jamais fait ça. Donc ils ont conclu que nous n'étions pas de la police. Et à partir de ce moment-là, les contacts ont été bons. Et nous avons été tout à fait admis dans le bidonville. Alors, dans le bidonville, à partir de ce moment-là, nous nous sommes partagés en petits groupes de 6-7, nous étions 30, et chaque fois, tout le temps, jour et nuit, il y avait une patrouille de non-violents, 6 ou 7 non-violents, qui patrouillaient dans le bidonville. Pourquoi ? Eh bien, pour surveiller la police. Parce que c'était là que la police venait faire ses arrestations sous prétexte, et casser tout aussi, sous prétexte de chercher des armes. Alors, quand la police arrivait, on les suivait. Et quand
ils arrêtaient un Algérien, ils lui disaient « lève les bras ». Et il y avait 7 non-violents qui se mettaient à côté de l'Algérien et qui levaient les bras. Et puis quand il le mettait dans le fourgon de police sous prétexte qu'il n'avait pas de certificat de travail ou de certificat de domicile, nous disions nous non plus nous n'en avons pas et nous rentrions dans le fourgon de police. Seulement parce que au cours des 2 mois précédents nous avions été arrêtés tous les jours et toutes les nuits, on nous semait dans les forêts environnantes de Paris et puis on revenait en stop ou quelquefois ramassés par la police qui nous ramenait en ville. Ils nous avaient tellement arrêtés et tellement retrouvés le lendemain que le préfet de police avait dit « ça suffit, je ne veux plus d'arrestation de non-violents ». Par conséquent, comme nous ne le savions pas, mais quand nous montions dans les fourgons de police, la police, il devait venir en nombre pour nous arracher, nous tirer les fourgons de police. Et pendant qu'il fallait qu'il y ait au moins un policier pour tenir chacun des non-violents, parce que, suivant les bonnes techniques, nous avions adopté une technique très simple face à la police. On ne tient jamais compte de ces ordres et des menaces. Mais par contre, dès qu'un policier t'attrape, tu t'arrêtes et tu ne fais absolument aucun mouvement. Par conséquent, il te lâche. Et à ce moment-là, comme ton voisin, par contre, continue. Alors il attrape le voisin et toi, tu continues. Tu comprends la technique? Par conséquent, avec cette technique-là, il faut un policier au moins pour chaque manifestant et un policier qui ceinture le manifestant. Parce que dès qu'il le lâche, l'autre s'en va. Mais quand il le tient, il ne fait plus aucune résistance. Alors, c'est un système simple finalement, mais efficace. Efficace, en tout cas, tant que la police n'a pas très bien compris. Une fois qu'elle a bien compris, ça les condamne quand même à être suffisamment nombreux et à tenir chacun. Alors, chacun des policiers devait ceinturer un des non-violents, il le tenait bien, et puis pendant ce temps, il disait « tu peux y aller » à l'autre, et il amenait l'Algérien au camp. Alors après cette première phase, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, un matin, j'ai reçu un papier avec le tampon du FLN me disant « votre action qui jusqu'à maintenant nous paraissait très utile pour le peuple algérien nous semble maintenant tout à fait déconseillée et nous vous prions d'arrêter vos manifestations, sinon nous nous chargeons de vous montrer que la violence peut être quelquefois fort utile. » Alors, ma foi, je prends ce papier et je vais me promener dans le bidonville. Je rentre dans le premier bistrot. Le bistrot, il y en avait 2 ou 3 dans le bidonville. Je rentre dans le bistrot que je trouve, le premier que je trouve. Et puis, le premier gars qui arrive, je lui dis « Qu'est-ce que tu en penses de ce papier ?» Alors, il le lit et il me dit « Écoute, je sais pas, c'est peut-être un faux. » Il me fait « Si tu me le laisses 3 jours, je te le rapporte et je pourrais te dire si c'est juste ou si c'est faux. » Je lui dis « Tu peux te le garder. » Et au bout de 3 jours, il m'a dit « C'est un faux. » Et seulement 3 mois après, j'ai reçu un papier, une lettre alors, du FLN me disant « À telle et telle date, vous avez reçu un papier. » Et en réalité, c'était un papier venant de la police qui, faisant des arrestations, avait réussi à faucher un des tampons du FLN et qui m'avait envoyé ce papier-là. Alors ça a été une expérience de plus, quoi. Mais je dois dire que nous avons été... Nous voguions d'une façon relativement naïve au milieu de tout cela, mais notre naïveté même nous a protégés, si je puis dire, à travers des choses aussi simples que ça. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te raconte encore? Je crois que vous avez aussi eu des expériences avec ces grandes manifestations qui ont eu lieu et je crois que ça a été assez déterminant finalement pour l'arrêt des hostilités, non? Oui, mais ça alors c'est beaucoup plus tard. C'est-à-dire qu'après ce type de manifestation, nous les avons arrêtés parce qu'il y a eu
des pourparlers de paix qui ont échoué d'ailleurs. Et à ce moment-là, nous avons repris l'action d'une toute autre façon. Nous ne l'avons pas reprise à propos de ces camps parce qu'on nous a dit que le résultat de nos manifestations avait tout de même été important pour ces camps eux-mêmes, puisque c'était le premier but. Ça avait amené les autorités à relâcher un grand nombre d'Algériens, à diminuer le nombre d'arrestations. Mais par contre, nous avons appris que ceux qu'ils gardaient, si nous continuions à pousser pour la suppression des camps, ils seraient renvoyés en Algérie et gardés en Algérie, où ils étaient sous contrôle militaire et c'était beaucoup plus risqué pour eux. Et par ailleurs, les jeunes sont venus nous dire, des jeunes de l'âge du service militaire, vous êtes bien gentils, vous vous demandez à être arrêtés, on ne vous arrête pas, ou on vous arrête parce qu'on nous avait en fait arrêté des quantités de fois, mais jamais longtemps. Tandis que nous, la guerre d'Algérie, si on refuse de la faire, on nous fourre en prison. Et si on va la faire, ça nous amène à des tortures. Alors ça nous a amené à une seconde action beaucoup plus longue. Je dois dire d'ailleurs que j'y ai résisté pendant longtemps parce que j'avais pas envie. Et c'est un beau jour, un de ces jeunes m'a traîné dans une réunion où il y avait 300 jeunes qui étaient déjà dans la clandestinité et qui avaient leur réunion. Je crois que c'était un lundi de Pentecôte. Pour moi, le lundi de Pentecôte, ça signifie quelque chose. Et ces jeunes-là, ils m'ont donné l'impression qu'ils vivaient quelque chose de romantique, mais que, sans s'en douter, ils préparaient pour la France ce qui se passait en Algérie. Je leur ai dit, vous refusez d'aller en Algérie pour faire la guerre, mais tel que vous êtes partis, vous allez la faire en France, parce que vous êtes en train de vous laisser embarquer dans les réseaux de collaboration avec le FLN, et un beau jour, vous vous retrouverez avec une mitraillette entre les mains, en train de faire en France ce que vous refusez de faire en Algérie. Et je ne croyais pas si bien dire, hélas, parce que je leur disais, on fait peur à l'opinion en vous citant, parce que les gens qui sont clandestins, on a toujours peur. Et puis il va se constituer des groupes opposés dans le même sens, et ça fera en France ce qu'on refuse pour l'Algérie. Et malheureusement, quelques mois après, il y avait l'organisation de l'armée, l'OAS, en Algérie, et avec des répondants en France, si bien qu'on est passé très près en France, à ce moment-là, d'une guerre civile. Et c'est dans le contexte de cette guerre civile, là, après ces manifestations que nous avons faites, alors cette fois avec les jeunes qui refusaient d'aller faire la guerre d'Algérie, et la manifestation consistait à ce moment-là à organiser des chantiers de service civil avec ces jeunes. Ils écrivaient à leur caserne pour dire qu'en conscience ils n'étaient pas d'accord, qu'ils demandaient la possibilité d'aller faire en Algérie, sur les lieux du conflit, un service civil de réparation et de réconciliation au service des plus pauvres et des victimes de la guerre, et qu'en attendant la possibilité d'aller le faire en Algérie, nous le faisions en France. Et c'est comme ça que nous étions entrés en contact avec le Père Joseph, ce dont on a parlé ce matin. Et avec ces jeunes, donc, nous allions sur les chantiers. Quand ils recevaient leurs papiers, ils les renvoyaient à leur caserne. Et là aussi, je dois dire que j'avais préparé, j'avais été voir au ministère, le ministère de l'Intérieur en particulier, pour leur expliquer ce qu'on allait faire. Alors là, je ne résiste pas au plaisir de te rapporter un peu le dialogue savoureux avec le grand policier de France, me disant, une fois que je lui ai tout expliqué, il m'a dit « Oh, on ne va pas vous mettre en prison, ça vous ferait de la publicité. » Alors je lui ai dit, c'est bien, ça va nous permettre de commencer tout doucement, et puis quand ça prendra une certaine ampleur, vous nous mettrez quand même en prison, parce qu'il faudra bien. D'ailleurs, ça s'est passé exactement comme ça. Et je lui ai dit,
Mais justement, lorsque vous nous mettrez en prison, ça fera démarrer plein tube la chose. Et en attendant de ne pas nous mettre en prison, ça va nous permettre de bien préparer, de bien huiler l'affaire. Et ça, il a bien. On est bien d'accord. Alors, il me fait « Oh, de toute façon, vous n'en aurez jamais beaucoup de jeunes avec vous. » Je lui dis « Pourquoi, à votre avis ?» Oh, il me dit « Vous n'aurez jamais que l'élite ou des épaves. » Et je lui ai dit « Votre histoire d'élite, là, je ne suis pas bien d'accord. Mais je comprends mieux avec les épaves. Les épaves, vous voyez, c'est des gens qui n'ont pas trouvé leur insertion dans cette garce de société que vous leur proposez. Nous, on va leur proposer une insertion valable et ça va devenir ce que vous appelez des gens d'élite. Alors je lui dis, ce que vous appelez l'élite, ça fait combien d'après vous? Oh, il me dit, mettons 3%. Je lui ai dit 3%, il y a 500 000 jeunes en Algérie, 3%, ça fait quand même 15 000. Avec ça, je me charge d'occuper tous vos services de police et de vous faire une belle petite révolution non violente. Il m'a dit, il faudra peut-être vous mettre en prison. Et tout ça, c'était des objecteurs, donc? Oui, tout ça, c'était des objecteurs, mais pas nécessairement des objecteurs à tout. Là aussi, on s'est fait insulter au départ par ce brave Louis Lecoing, avec qui ça ne nous a pas empêché de travailler, parce que justement, on n'imposait pas aux objecteurs d'être objecteurs définitifs. On voulait être très concret. Le problème de ce moment-là, c'était les tortures en Algérie. C'était ça qui faisait problème. Alors les gars qui nous disaient, moi, mon problème, c'est l'Algérie. Pour le reste, j'en sais rien si je serais objecteur. Et on ne leur a jamais demandé de s'engager à être objecteur toute leur vie. Ce qu'on leur demandait, c'est d'être non-violent pendant la durée de l'action. C'est-à-dire que s'ils s'engageaient à refuser la guerre d'Algérie, pendant le temps qu'ils refusaient, de s'engager à être vraiment non-violent et par conséquent de ne pas après, d'une manière ou d'une autre, s'engager d'une façon violente contre quoi que ce soit. Mais c'est à travers ce chemin-là, que ces gars-là, ils sont tous devenus objecteurs, réellement, parce que l'objection, ça ne s'improvise pas comme ça, on n'est pas objecteur d'un coup à tout. Il s'agit de prendre conscience par un bout. Et chacun, il prend conscience par un bout ou par un autre. Je suppose que toi aussi, ça a dû t'arriver de commencer par un bout. Par un tout petit bout, puis après on va plus loin. Oui, voilà. Et ces gars-là, eux aussi, leur problème, c'était la guerre d'Algérie. Et ils étaient ce qu'ils ne pouvaient absolument pas supporter, c'est l'idée d'aller en Algérie, d'être amené à faire des tortures, le tout contre des Algériens contre qui ils n'avaient rien. Alors ils disaient ça, non, pas question. Mais pour le reste, si la France est attaquée, tu ne vas pas me dire que, je dis, je te dis rien. Mais à travers ce cheminement, après, ils ont continué l'objection de conscience et ils l'ont élargie. Et la suite de cette action, ça a été le combat pour l'objection de conscience, pour un statut pour les objecteurs. Ouais. Mais au départ, tu vois, on ne l'appelait pas objection de conscience, on l'appelait action pour un service civil en Algérie. Ah. Parce que le problème, c'était de demander à la place de la guerre en Algérie, de pouvoir aller sur les lieux du conflit, faire un service pour les victimes de la guerre, de quel côté qu'elles soient, mais à condition que ce soit sous contrôle soit des deux belligérants, soit international. Sinon, on était récupéré d'avance. C'était évident. Et après cela, qu'est-ce qui s'est passé? Tu parlais de grandes manifestations et tu es parti sur les objecteurs à ce moment-là. Voilà. Alors, la grande manifestation, c'est après les objecteurs. Donc, j'ai quand même envie de te dire comment on a mené l'action des objecteurs d'une façon très, très simple. Il y avait les chantiers, et puis quand le gars était arrêté, nous nous présentions avec lui sans aucun papier d'identité, autre que l'ordre de route du garçon. Donc le but, ce n'était pas de le cacher. Le but, c'était d'affirmer la solidarité et de la vivre. On était enchaînés les uns aux autres, et puis on s'enchaînait au poteau voisin ou à un arbre voisin, et on avait une grande banderole disant « Un tel va en prison, nous y allons avec lui ». Et puis ceux qui voulaient manifester leur solidarité sans prendre les mêmes risques, eux, ils faisaient une manifestation silencieuse, à 50 mètres de là, mais pour montrer quand même le lien et la distinction, en disant simplement pour un service civil en Algérie. Autrement dit, ils ne s'engageaient pas au niveau
de la solidarité avec quelqu'un qui était en rupture totale avec la loi. Tu comprends la différence? Et cette différence-là me paraît importante dans toutes les actions non violentes, en ce sens que dans toute action non violente, il y a un groupe de pointe qui, lui, désobéit à la loi d'une façon non violente, mais avec une désobéissance civile. Et puis derrière, il y a tout un autre... Il s'agit de trouver une forme d'action qui soutienne cela sans leur demander le même type d'engagement. Tu vois, pour moi, c'est comme l'armée. L'armée non violente, c'est comme l'autre. Il y a des gars sur le front et puis il y a les arrières. Et il faut offrir une possibilité d'action à tous les niveaux et ne pas croire que seuls ceux qui sont devant sont importants. Ceux qui sont derrière, ils sont aussi importants que ceux qui sont devant. Il est même très important pour l'action que ceux qui sont dans l'engagement de pointe ne portent pas des jugements dévalorisants sur les autres. Alors c'est tout cela qui nous a menés à la fin de la guerre d'Algérie, et encore elle n'était pas finie, mais justement à un événement où nous avons pesé d'un poids déterminant, je crois, pour la guerre d'Algérie. C'était la manifestation au moment du métro Charonne. À cette époque-là, donc, était apparu l'OAS, était apparu en France déjà des attentats contre les gens qui étaient réputés pour la libération de l'Algérie. Nous avions nous-mêmes été menacés je sais que moi, on m'avait fait dire qu'on nous enlèverait nos enfants. Et j'avais eu à me poser la question avec ma femme et les responsables de la communauté. Donc il y avait eu des menaces, il y avait eu des attentats et il y a eu des manifestations organisées au métro Charonne contre l'OAS, des manifestations populaires que nous n'avions pas organisées. Et cette manifestation s'est pas mal déroulée, mais à la fin, alors que les services d'ordre étaient déjà plus ou moins dispersés, la police a fait une offensive et a pris en tenaille les gens, si bien qu'il y a eu un affolement, et ils ont matraqué, et il y a eu un affolement, et la foule des manifestants ont été coincés, si bien qu'il y en a qui ont voulu descendre dans une bouche de métro qui était fermée, je ne sais pas pour quelle raison. Ce qu'il y a dessus, c'est qu'il y a eu des gens écrasés sur les bouches de métro, et il y a eu 5 morts. Et il y avait des dizaines de gens qui avaient été matraqués fortement et qui ont abouti à l'hôpital à cause des coups de matraque par la police. Il y a donc eu là-dessus, après, un sursaut de toutes les façons. Je me souviens que il y avait à la fois une stupeur, en ce sens qu'on a senti qu'on était tout près de la guerre civile en France. Et moi, ce soir-là, j'étais en train de faire un topo dans un endroit pour expliquer comment la non-violence doit être opposée à les risques de guerre civile, parce qu'on les sentait éclater. Alors le lendemain, nous avons appris par les journaux ces morts-là. Ça nous paraissait quelque chose de terrible.
on a convoqué les gens qu'on pouvait toucher, on a touché une trentaine de personnes, et on a dit qu'est-ce qu'on peut faire. Et on s'est dit, après des morts, il faut absolument proposer une manifestation silencieuse à tous ces gens. Mais partout, il y avait la peur de recommencer parce qu'on sentait qu'on était très près de la guerre civile. Alors, ou bien on risquait de provoquer la guerre civile en faisant la manifestation, et c'est pourquoi les gens hésitaient à la faire, ou bien on risquait, si on ne la faisait pas, d'encourager de plus en plus le matraquage, l'OAS et le progrès justement de la violence. Ce qui fait qu'on était vraiment, on sentait qu'on était à un tournant. Et alors nous avons décidé que on allait proposer, cette fois il ne s'agissait pas d'organiser nous-mêmes, parce que le problème était à l'échelon de tout le pays, non seulement de Paris, moi je me trouvais à Paris, mais à l'échelon de tout le pays. Alors nous avons décidé que nous allions nous mobiliser, que nous proposerions, nous les responsables de l'action non violente, nous allions proposer aux divers groupements politiques ou syndicaux qui étaient intéressés d'organiser avec eux une manifestation. À ce moment-là, là, avec le risque de guerre civile, ça dépassait nettement votre possibilité et votre niveau de l'action non violente. Oui, très précisément, et c'est pour cela que nous nous sommes sentis à la fois le devoir d'intervenir, et d'intervenir à deux niveaux. D'une part, au niveau de nous, responsables en tant que groupement, tout de même, un groupement qui commençait d'être connu, en relation, qui pouvions nous mettre en relation avec les autres groupements susceptibles de faire quelque chose. Et d'autre part, au niveau tout simplement de notre responsabilité de citoyen. Alors, au niveau de la responsabilité des citoyens, on a dit voilà, chacun va se mobiliser pour passer dans tous les groupements, dans toutes les permanences. Parce qu'en fait, les permanences de tous les groupements étaient ouvertes. Et ça bouillonnait là-dedans, les gens discutaient. Alors c'était important d'y passer. Et d'y passer pour leur dire voilà, nous, on vient voir si vous faites quelque chose, parce qu'il faut faire quelque chose. On ne peut pas laisser passer ça. Mais nous, on est prêt à venir si on s'engage quand on fait quelque chose à le faire, à faire une manifestation silencieuse et sans rien pour se défendre. Parce que si on prend de quoi se défendre, on s'en sert. Étant donné la tension qu'il y a, par conséquent, on n'employait absolument pas le langage non violent. Ce n'était pas le moment, parce que ça entraîne tout de suite des discussions de groupe à groupe. Mais il s'agissait de faire passer l'idée qu'il fallait faire quelque chose, le faire en silence et le faire sans prendre de quoi se défendre. C'était le seul moyen à la fois de poser le problème avec force et d'autre part de ne pas risquer d'apporter de nouvelles occasions de violence. Donc c'était ça que chacun allait dire dans toutes les permanences qu'il rencontrait. Et c'était important qu'il prenne sa journée libre, et s'il pouvait pas, s'il n'était pas libre, que si possible qu'il prenne sur sa journée de travail, qu'il se libère pour cela, pour aller dire dans le maximum d'endroits où on discute, aller dire comme simple particulier, ben voilà ma façon de voir. Et c'est très important quand quelqu'un a une idée claire et qui vient le dire tout simplement en disant voilà, moi je suis prêt à marcher, voilà mon adresse, vous me prévenez si vous faites quelque chose à ces conditions-là. Et nous avons été dire la même chose aux groupes, aux responsables des groupes, mais en y apportant quelque chose pour que ça ait du poids, en leur disant, et c'est là-dessus que nous étions mis d'accord, en leur disant, si vous êtes d'accord sur ces conditions-là, nous sommes prêts, nous, à vous fournir sur un point une équipe qui serve de tampon entre la police et les manifestants. Et c'est sûr que, dans les conditions où on était, s'engager à servir de tampon entre la police et les manifestants, ça voulait dire des choses. Hein? Et justement, là, on s'était interrogé, on avait dit, ça fait 2 ans qu'on essaie d'apprendre aux Parisiens la non-violence, c'est le moment ou jamais. Et c'est là qu'il faut. Bon, on avait dit, d'accord. Et alors, on leur proposait une technique simple,
On leur disait, voilà, nous, voilà comment on va faire. On va se charger, on ne peut pas être partout parce qu'on n'est pas très nombreux, mais on se charge d'un secteur et voilà comment on va faire. La manifestation qui avait été décidée, parce que finalement, dans ces discussions, il y a eu la décision d'une manifestation, et je crois que parce que nous étions là, nous avons participé à la décision. Et aussi participer à la décision qu'elle se fasse justement d'une façon silencieuse. Alors nous leur disions, voilà ce que nous pensons faire. Il s'agissait d'une manifestation à la Bastille en arrivant par les diverses artères. Une manifestation annoncée. Or, toute la journée de la manifestation, la radio a répété toutes les heures, toute manifestation est rigoureusement interdite. Toutes les heures, il le répétait. Et il disait que les manifestations qui avaient eu lieu, c'est parce qu'il y avait eu des révolutionnaires, enfin, comme on explique d'habitude chaque fois qu'il y a de la casse. Et nous leur avons dit, voilà, nous chargeons d'une des avenues qui aboutissent à la Bastille, et voilà comment nous allons pratiquer. Nous allons ratisser cette avenue avec les 30 qui sont prêts à servir de tampons. Nous la ratissons en nous tenant par les coudes, et à mesure que les gens arrivent, on leur passe les consignes qu'on y va en silence, que si la police fonce, on s'assoit, que de toute façon, on n'ira pas narguer la police, qu'on s'arrête 100 mètres avant. Et alors ils disent oui, mais si la police fonce, alors on leur dit si la police fonce, on s'assoit, nous déjà devant, et on a averti les autres de suivre l'exemple, de façon à ce que la police, entre le temps où elle va foncer et où elle arrive sur nous, ils nous voient assis. Qu'il soit ce qui va les obliger à quand même se rendre compte qu'ils foncent sur des gens qui sont assis. Mais on avait dit avant, on s'arrêtera suffisamment avant et on enverra une délégation. Et ça, c'était simplement pour le cas de l'échec ou du refus des négociations et des délégations. En fait, grâce à cela, la manifestation s'est passée remarquablement. Il y a eu à peu près 10 000... Non, oui, tout de même. Ça a été estimé. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y avait de la police partout. C'était noir. Il y en avait aussi sur les toits, parce que le gouvernement craignait quand même de la casse. Et il y avait de la police partout, sur les toits et partout. Et nous avons pu faire une manifestation d'une demi-heure. C'est ce que nous avions dit. Nous avons dit à la police, nous n'avons pas l'intention de vous narguer, ni de vous affronter, mais nous tenons absolument à marquer la chose et nous ferons notre manifestation sur place pendant une demi-heure. Mais c'est garanti que si vous nous laissez tranquilles au bout d'une demi-heure, nous repartirons sans problème. Et ils ont accepté. Mais tout ça n'a été possible que parce que de chaque côté, justement, nous leur avions donné une méthode. Et quand on s'avance avec une méthode, c'est déjà tout à fait autre chose. On est beaucoup plus sûr de soi, on sait ce qu'on veut, et c'est clair. Et on rassure les autres. Et parce que cette manifestation, il y a eu en effet 10 000 personnes. Mais elle n'a fait que très peu de bruit dans les journaux. Mais en réalité, elle a été d'un poids décisif sur la manifestation qui a eu lieu 2 jours après, lors de la célébration de la sépulture des gens du métro Charonne. Parce qu'à ce moment-là, il y a eu 1 500 000 personnes qui sont descendues dans la rue. Et mon analyse, c'est que si nous n'avions pas fait la manifestation précédente, il n'y aurait jamais eu tout ce monde-là. Et là, il est venu 1 500 000 personnes et la police ne s'est pas montrée parce qu'ils ont compris là, que ce n'était plus le moment. Et du fait que nous, malgré les interdictions, nous avions fait la manifestation et qu'elle était restée parfaitement silencieuse et maîtrisée, les gens ont eu le courage. Et parce qu'il y a eu 1 500 000 personnes, un mois après, il y avait la signature à Évian d'un premier accord qui a abouti à la paix en Algérie. Et je suis convaincu
je ne dis pas que c'est nous qui avons gagné cela. Je dis que le gouvernement, la radio disait que c'était des petits révolutionnaires qui avaient fait la manifestation, la précédente. Je dis que si le boulot que nous avions fait, nous étions à peine une trentaine à ce moment-là, parce que nous n'avions pas le temps de mobiliser des gens. Ce boulot que nous avons fait à une trentaine, et qui a été répercuté, ça j'ai expliqué ce qui s'est passé à Paris, mais ça a été répercuté dans toutes les villes de province, et c'est ça qui a fait ce grand mouvement national. Si nous avions fait le boulot inverse, d'aller dans les permanences des groupes et dans les divers groupes pour proposer une action violente, je suis sûr que c'était beaucoup plus facile. Si on avait voulu vraiment semer la pagaille, ou si on avait simplement cru à une manifestation violente. Et c'est en ce sens que je dis que je crois que nous avons pesé d'une manière déterminante pour aider les gens qui étaient pour la liberté des Algériens à ne pas employer les mêmes moyens que ceux qui étaient en face, et que c'est ça qui a sauvé à ce moment-là la France d'un affrontement où on est passé très près de la guerre civile. Et je crois que, à mon avis, c'est le service momentané le plus fondamental que nous avons rendu à la France. Vous avez été surpris vous-même par ce qui s'est passé. Vous aviez commencé par quelque chose d'assez réduit et puis vous avez été emmené. Exactement. Et puis, on a été surpris aussi par le fait que, justement, que dans la foule, dans le peuple, il y a de telles réserves non violentes dès qu'on lui ouvre la porte. C'est ça peut-être qui nous a le plus surpris. Et qui a le plus surpris tout le monde. En fait, lorsque on prépare les choses et qu'on ouvre et qu'on oriente vers des possibilités non violentes, il y a des réserves de combats non violents, d'énergie non violente dans le peuple, des réserves inouïes. Et je crois que nous avons, nous aussi, été surpris de cette manifestation-là, de cette énergie-là, qui n'était pas la nôtre, mais parce que nous avions, nous, ouvert le chemin. Il faut sans doute les révéler de la même manière que d'autres révèlent la violence. Exactement. Et c'est vrai que on s'en aperçoit même au cours d'une manifestation. Hein, c'est aussi facile, et même beaucoup plus facile, de faire marcher la machine psychologique dans le sens de la violence, ouais. Mais quand tu as créé les conditions pour une prise de conscience non violente, tu t'aperçois que c'est beaucoup plus facile que tu ne l'imaginais. Ouais. Mais faut-il créer ces conditions-là? Et ces conditions sont toujours une condition de prise de conscience. Et c'est pour ça que les systèmes de silence ou de chant, mais de chant pas trop excité, de chant calme, les formes aussi de s'asseoir par terre, c'est pas le fin du fin de la non-violence, mais ce sont des cadres qui permettent la prise de conscience et qui permettent justement à cette force non-violente qui est toujours la force de l'union, de l'unité, mais de l'unité dans le calme, je dirais de la communion. Alors que la violence est capable de fabriquer aussi de certaines unités, mais une unité de violence, de foule, où les gens sont capables de faire des choses qu'ils seraient incapables de faire tout seuls, mais qu'ils regrettent le lendemain. Alors que dans la non-violence, c'est l'inverse. Quand tu as créé ces possibilités-là, tu vois les gens qui te disent après, c'est extraordinaire, j'aurais jamais cru que c'était si facile. Seulement, ces mêmes gens avec qui on s'est fait arrêter, quand on en a discuté et qui t'expliquent tout ça pendant la nuit au poste de police où on s'est fait arrêter, quand ils sortent de là, ils sont gonflés à bloc, ils te disent on y revient samedi prochain. Et si tu les convoques le samedi suivant, il y en a les 3/4 qui ne viennent pas. Parce qu'ils ont passé le reste de la semaine à avoir la peur qu'ils n'ont pas eue sur place, en imaginant la manifestation à laquelle tu les convoques. Parce qu'ils l'imaginent seuls, alors qu'ils l'ont vécu avec la force d'unité des autres. Et la force non violente, c'est toujours une force de communion, même si tu es seul. Si tu es seul, la force non violente, tu la trouves dans une force de communion, si tu es capable de communier même avec celui qui est en face. C'est ce que nous racontait
les exemples que donnait Jean Lasserre hier soir, là, dans sa peur, finalement, c'est toujours ça. La force non-violente, c'est la force de communion que tu as. Et bien si tu n'en as pas d'autre, même tout seul, il faut que tu trouves la communion avec celui qui est en face. Alors évidemment, ça suppose un peu d'entraînement. Mais alors que la force violente, elle t'isole, mais elle marche dans la masse. Tu es isolé, mais tu fais masse. Alors que dans la force non-violente, c'est une force de communion où chacun est davantage lui-même. Qu'est-ce qui aide le plus à vivre cette force de communion, à la garder? Je crois que c'est l'expérience. Chaque fois qu'on en fait l'expérience, on est tellement émerveillé qu'après on ne peut pas l'oublier. Alors que si on te fait des discours dessus, tu ne peux pas le vivre. Mais quand tu l'as expérimenté, tu vis quelque chose. Je crois que tu vis le royaume de Dieu. D'une certaine façon, c'est ça. Et évidemment, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de contre-force. C'est ce que je disais, le gars que tu convoques. Et c'est pourquoi Gandhi, il dit toujours qu'il ne faut jamais profiter d'un avantage acquis pour passer au suivant d'une façon mécanique. Il ne faut pas convoquer le type en lui disant on y revient samedi prochain sur l'enthousiasme. Il faut attendre qu'il ait cuvé son affaire, qu'il ait le temps d'y réfléchir et qu'il vienne te retrouver, lui, faire une démarche de responsabilité en disant mais le problème n'est pas résolu. Alors quand est-ce qu'il faudrait quand même y revenir? À ce moment-là, la tête bien froide, on y revient. Et on analyse et on cherche ensemble. Et on fait une nouvelle expérience. Tandis que dans le cas précédent, lui, il n'a pas encore pris conscience finalement d'où était la force. Il l'a vécu, mais il n'a pas vraiment pris conscience. Et c'est pourquoi il l'analyse encore avec ses schémas violents. Et alors quand il se retrouve tout seul, ça fonctionne plus du tout cette affaire-là. Et il pense qu'à une chose, et il se dit oui, mais les flics, je vais me les rencontrer, et celui-là là, qui tapait dessus, tu te fais peur. Et on a vécu ces expériences-là, comment on se fait peur à soi-même, avec des choses qui sont des réalités peut-être objectives au départ. Mais quand on les vit objectivement dans le cadre d'une démarche non violente, en fait, ça ne te fait pas du tout cette peur-là. Je ne dis pas que c'est facile, mais je dis que c'est infiniment plus facile que quand tu te représentes la chose et que tu te fais des nœuds avec. Alors là, ça devient terrible.